Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie parce que tout à l'heure, je ne vous entendais pas de mon côté. Parfait, merci Amalia. Alors très rapidement, bienvenue à tous dans cette dernière masterclass de numérique en commun 2020. Je vais représenter très rapidement numérique en commun, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent puisque ça fait à peu près un mois qu'on passe ensemble. Numérique en commun, c'est une communauté d'acteurs publics et privés qui se retrouvent pendant des temps forts locaux et des temps forts nationaux pour construire ensemble un numérique d'intérêt général. Un numérique qui soit le plus inclusif, le plus éthique et le plus durable possible. Cette année, pour NEC 2020, normalement, on se retrouve en présentiel et cette année, on a dû se réinventer, bien évidemment, au regard de la crise sanitaire. Vous avez peut-être suivi le live qui a eu lieu le 17 novembre. On a quand même monté un live en plateau à Lyon qui est accessible. Je vous mettrai le lien ensuite sur le chat et qui a accueilli les annonces de la ministre Jacqueline Gourault et du secrétaire d'État Cédric O en faveur de l'inclusion numérique. Et plusieurs acteurs français et européens qui agissent pour ce numérique d'intérêt général que j'évoquais à l'instant. Pour nous permettre à tous collectivement de se retrouver malgré les conditions, on a inventé un NEC en ligne 100% dématérialisé pendant un mois. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont dû participer au parcours en ligne. On avait 8 parcours qui étaient à disposition, autour de 8 thématiques, plusieurs sur l'inclusion numérique, mais aussi sur l'impact écologique du numérique, ou encore inclusion numérique au travail, un parcours aussi dédié au commun, ou comment est-ce qu'on associe les usagers à la conception des services publics numériques. Ce sont plus de 60 contributeurs partout en France qui ont contribué à ces parcours. Donc, on entend aussi des voix dissonantes dans ces parcours. Ce sont donc des masterclass, comme c'est le cas aujourd'hui, des ateliers, mais aussi beaucoup de contenus pédagogiques qui ont été créés à l'occasion ou alors référencés. L'ensemble de tous ces contenus en ligne qui ont eu lieu pendant un mois seront accessibles, bien entendu, publiquement à tous dès fin décembre ou courant janvier, dans l'idée que ça puisse évidemment vous resservir, mais aussi que vous puissiez faire évoluer toutes ces ressources en fonction de vos besoins. Numérique en commun national est co-organisé par le programme Société numérique, par l'association lyonnaise Fréquence École, et je vois que Romain Barallon est par ici, et j'en profite pour le saluer, et par la Mednum. La masterclass d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est la dernière de tous ces parcours. Elle s'inscrit dans le parcours dédié au pass numérique, dans lequel de nombreuses ressources ont été créées et proposées pour faciliter le déploiement du pass numérique en lien avec vos stratégies territoriales d'inclusion numérique. Donc, on a souhaité clore ce parcours par ce temps fort, qui est donc une masterclass qui est proposée par Amélie Naquet et Margot Aptel du programme Société numérique, Hugo Brunon de la métropole de Lyon et Edith Goudard du département de la Creuse, qui sont donc deux collectivités commanditaires de passes numériques et qui vous apporteront leurs conseils et leurs éclairages. Juste pour information, la masterclass est enregistrée, donc l'enregistrement a déjà commencé. En parallèle, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on n'a pas le temps sur ce genre de format de faire des tours de table, ça prendrait trop de temps. Je laisse la main à Amélie et Margot et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente masterclass. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Margot Aptel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et on aura effectivement en intervenant Edith Goudard du Conseil départemental de la Creuse et Hugo Brunon de la métropole de Lyon qui se présenteront juste après mon introduction.
Donc, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, la NCT, c'est une agence au service des collectivités territoriales, en soutien et en appui des politiques publiques territoriales des collectivités. Et donc, moi, je travaille avec Amélie Naquet, on travaille au sein du programme Société numérique, sur plus précisément les thématiques d'inclusion numérique, dans l'objectif de déployer des outils pour accompagner les citoyens dans leur montée en compétences numériques et pour déployer des outils pour lutter contre ce qu'on appelle l'électronisme. Donc moi, je vais surtout introduire et un peu vous présenter pourquoi la NCT, pourquoi l'État a décidé, enfin dans quel contexte l'État soutient le déploiement du pass numérique et comment a émergé ce dispositif. Et ensuite, on laissera la parole surtout au Conseil départemental de la Creuse et à la métropole de Lyon pour vous expliquer comment concrètement le pass numérique s'inscrit dans leur stratégie territoriale d'inclusion numérique et comment ils le déploient concrètement. Voilà, donc juste pour que vous ayez en tête, donc moi je vais introduire un peu au niveau national et ensuite la Creuse et Lyon interviendront à chaque fois pour chaque question 5 minutes chacun pour que vous ayez un peu en comparaison comment le pass numérique peut à la fois être un outil qui se déploie dans des territoires ruraux, mais aussi dans des métropoles très urbaines. Alors, le pass numérique, donc le programme Société numérique, une de nos missions, c'est de déployer la stratégie nationale pour un numérique inclusif, qui est une concertation qui a été lancée par le secrétaire d'État en 2018, le secrétaire d'État au numérique en 2018, partant du constat suivant. L'État dématérialise l'ensemble de ses services publics en 2022 et on estime qu'il y a environ 13 millions de personnes qui se déclarent mal à l'aise avec les outils numériques. Donc il y a une tension qui est évidente entre l'État qui entend dématérialiser l'ensemble des services publics donc dans 2 ans et un nombre de citoyens important, voire très important, qui se déclarent mal à l'aise avec les outils numériques. Et donc, a été lancée une concertation qui s'appelle la Stratégie nationale pour un numérique inclusif, notamment pour résoudre à très très court terme cette problématique qui pourrait se poser d'accès aux droits, puisque les services publics seront dématérialisés, mais aussi pour une montée en compétences numériques globale et permettre aux citoyens de faire des choix éclairés quand il s'agit de numérique. Et donc a été lancée cette concertation donc, avec des associations de collectivités territoriales, des opérateurs de services publics type Pôle emploi, la CNAF, la Poste, la Banque des territoires, mais aussi des acteurs de l'animation numérique type Emmaüs Connect et la Mednum. L'objectif, voilà, c'était de réunir un panel d'acteurs et des collectivités territoriales en direct d'ailleurs. L'objectif était donc de réunir un panel d'acteurs pendant 6 mois pour travailler sur les problématiques d'inclusion numérique et de faire des recommandations au secrétaire d'État au numérique. Recommandations qui ont été faites courant juin 2019. Donc, il y a un rapport qui s'appelle le rapport national pour un numérique inclusif qui est sorti en juin 2019, qui contient une dizaine de recommandations pour permettre aux citoyens de pouvoir monter en compétences sur le numérique. Je ne vais pas passer les 10 recommandations parce que ce n'est pas du tout l'objet de la masterclass d'aujourd'hui, mais le pass numérique est l'une de ces recommandations. Donc l'idée, c'était vraiment de vous expliquer que voilà, ça s'inscrit vraiment dans un panorama global d'outils qu'on met plutôt à disposition des aidants numériques, donc des personnes qui se côtoient ou qui sont en première ligne face aux personnes en difficulté avec le numérique. Et l'une de ces recommandations est de déployer le pass numérique. Donc, pourquoi le pass numérique? Donc là, on vous a essayé de mettre sur la slide les différents intérêts pour les collectivités d'acheter des passes numériques. On en recense donc 6. Pour faire court, le pass numérique, c'est donc un ticket restaurant qui donne droit à un citoyen en difficulté d'aller se former gratuitement dans un lieu de médiation numérique. C'est un outil qui nous paraît très pertinent parce qu'il agit à la fois sur la demande, c'est-à-dire les citoyens qui sont en difficulté avec le numérique, qui aimeraient pouvoir se former et qui ne savent pas comment faire. On leur remet un carnet de tickets comme des tickets restaurants. Avec ce carnet, ils peuvent aller se former dans un lieu de proximité qui sera contrepayé de la valeur des passes numériques. Ce pourquoi ça nous paraît vertueux comme dispositif, c'est parce qu'en échange, les lieux de médiation numérique sur le territoire
recevront la subvention qui correspond à la valeur du pass numérique. Et donc, ça leur permet d'avoir un modèle économique et de renforcer financièrement leur modèle. Et donc, pour une collectivité, ça permet de renforcer et de mettre en visibilité un réseau de proximité qui fait déjà de l'accompagnement au numérique. Et ça permet voilà, de faire connaître aux citoyens ces réseaux de proximité, puisque les lieux sont labellisés pass numérique et les citoyens peuvent aller dans ces lieux pour se former au numérique. Donc voilà les intérêts. Donc, si je passe rapidement sur cette slide, c'est à la fois de cibler et de sensibiliser directement les publics prioritaires d'une politique d'accompagnement des usages du numérique et de créer chez eux une incitation à se former. Ça permet aussi à la collectivité de mettre en place une logique de parcours et de suivi de montée en compétences chez les publics cibles qu'elle souhaite viser. Ça permet ensuite de rendre visible et lisible une offre d'accompagnement sur le territoire, tant en termes de lieu de présence que de contenu sur l'accompagnement au numérique. Ça permet aussi de donner un outil aux prescripteurs pour intégrer l'accompagnement au numérique dans des ressources qui sont mises à disposition de leur public par ailleurs. Et enfin, ça permet d'agréger des financements de différents acteurs. Donc ça, c'est ce qu'on va présenter dans la slide d'après. Mais l'idée, c'est que le pass numérique permet de, dans un seul outil, agréger les financements de l'État, des collectivités, des opérateurs de services publics, mais aussi des acteurs privés qui sont intéressés pour, par exemple, je pense à une mutuelle, former ses clients sur les outils numériques. Donc voilà les intérêts qu'on avait qu'on a souhaité mettre en valeur pour inciter les collectivités territoriales à s'emparer de ce dispositif. Pour que vous ayez une idée comment ça se passe, l'État soutient, l'État ou via la NCT, soutient le déploiement de passes numériques, l'achat de passes numériques par les collectivités territoriales. Et donc pour ça, l'État lance des appels à projets pour cofinancer l'achat de passes par les collectivités territoriales. Donc en 2019, la NCT a lancé un premier appel à projets dont l'objectif était de permettre aux collectivités d'acheter des passes numériques qui étaient cofinancées à 50% par l'État. On a lancé un premier appel à projet en 2019 de 10 millions d'euros, donc 5 millions d'euros d'État, 5 millions d'euros des collectivités territoriales. Et on a fait la même chose en 2020 dans à peu près les mêmes masses financières. Ce qui fait qu'actuellement, il y a, si on cumule les deux appels à projets, il y a 87 collectivités qui sont commanditaires de passes, ce qui représente au total 22,4 millions d'euros engagés à la fois par l'État et par les collectivités territoriales. On vous a mis en dessous comment ça se décline. Donc 22 millions d'euros engagés par l'État et les collectivités, ça représentera à terme 2 millions d'euros de passes numériques déployés en France métropolitaine et dans les Outre-mer, ce qui peut faire jusqu'à 400 000 personnes accompagnées sur les outils numériques. Et pour que vous ayez une photographie claire de l'instant T, donc du 16 décembre 2020 à 14h48, il y a actuellement 140 000 passes qui sont déjà en circulation. C'est assez faible par rapport au montant qu'on avait prévu, puisque 2020, il y a eu des petites périodes de confinement, ce qui a fait que les lieux de médiation numérique ont été fermés la moitié de l'année, et donc les passes numériques n'ont pas pu être utilisées, puisque l'objectif vraiment du pass, c'est de faire un accompagnement physique aux personnes qui souhaiteraient avoir des cours d'informatique. Donc, il y a malheureusement que 140 000 passes qui ont déjà été utilisées et 541 lieux labellisés. Donc, ça veut dire 541 lieux qui sont en mesure de recevoir des passes numériques à l'heure actuelle. Pour finir ma présentation, mon introduction, simplement vous présenter, parce que le dispositif de passe numérique, pour ceux qui ne le connaissent pas, mobilise un réseau de mise en place avec différents acteurs. Et pour qu'on parle tous bien le même langage, on a décidé en introduction de vous mettre un peu les différents acteurs qui interviennent dans le déploiement du pass. Le premier, c'est ce qu'on appelle le commanditaire. Le commanditaire, c'est celui qui achète les passes numériques. Donc, bien souvent, à l'heure actuelle, c'est la collectivité territoriale qui, une fois qu'elle a reçu la subvention de l'État, va acheter des passes numériques en direct. Et donc, on appelle ça le commanditaire. Le deuxième acteur qui intervient dans le déploiement du pass numérique, c'est ce qu'on appelle les prescripteurs ou structures de distribution. Ceux-là, c'est ceux qui remettent le pass numérique aux usagers. Donc, c'est vraiment, par exemple, un centre de finances publiques qui remet à l'usager un pass pour qu'il aille se former. Donc ça, on appelle ça le prescripteur ou structure de distribution.
Le troisième acteur qui intervient, c'est évidemment l'usager, qu'on peut aussi appeler bénéficiaire de pass numérique. Donc là, c'est celui qui reçoit les passes numériques et qui peut aller se faire accompagner avec son pass. Le quatrième acteur, c'est l'acteur qui délivre l'accompagnement aux usagers et qui sont donc contrepayés de la valeur des passes. Donc, ces acteurs-là peuvent être soit des espaces publics numériques, soit des maisons France Service, soit des tiers-lieux, soit des bibliothèques, tout lieu qui est en capacité de faire un accompagnement complet à l'usager sur les outils numériques. Et enfin, l'opérateur de passe numérique, donc ce que nous, on appelle opérateur, c'est l'acteur qui édite les passes, qui labellise les lieux en capacité de recevoir les passes et qui structure le réseau labellisé passe numérique. Donc ça, c'est les 5 acteurs qui interviennent dans le pass numérique. Ils ont parfois des noms différents. Là, on va essayer de s'accorder sur ce wording-là pour qu'on parle tous le même langage. Et j'en ai fini pour mon intro. Je vais laisser la parole à la métropole de Lyon, puis à la Creuse, qui vont, dans un premier temps, un peu présenter les spécificités de leur collectivité territoriale. Donc, Hugo, je te laisse la parole pour la métropole de Lyon. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Margot. Donc, effectivement, moi, je suis Hugo Brunon, je suis chargé de mission inclusion numérique à la métropole de Lyon au sein de la direction innovation numérique et système d'information. Donc, en introduction, on trouvait intéressant de revenir plutôt sur la typologie de territoire sur lequel on œuvre. Aller un peu vite. Donc, et notamment la métropole de Lyon, qui, peut-être que vous l'ignorez, a un statut un peu particulier, donc je voulais revenir là-dessus. Donc, la métropole de Lyon, donc, c'est évidemment une collectivité essentiellement urbaine, un peu plus d'1 million d'habitants, 59 communes sur le territoire, et la particularité de la métropole de Lyon, c'est qu'en fait, au 1er janvier 2015, il y a eu une fusion entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône sur l'ensemble de ces 59 communes, qui fait que les compétences de la communauté urbaine et du département ont fusionné, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une collectivité avec des compétences qui sont vraiment renforcées, qui va de la solidarité, l'insertion dans l'emploi, la politique de la ville, les services numériques aux usagers, les collèges, la culture et la lecture publique, ainsi que toutes les anciennes compétences de la communauté urbaine, à savoir le développement économique, tout ce qui touche à la voirie, etc. Donc, c'est une très grosse collectivité avec un statut un peu particulier. Et je trouvais intéressant de revenir sur cette spécificité-là, puisqu'en fait, on a un peu on a les mêmes compétences qu'un département, et que du coup, notre déploiement de pass numérique s'appuie aussi évidemment là-dessus, notamment sur nos compétences sociales. Voilà, si j'en ai terminé pour cette rapide présentation, je vais laisser Edith en faire de même. Ah. Edith? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Edith Goudard. Je suis chargée d'ingénierie de projet pour le département de la Creuse. Ingénierie de projet donc sur la direction insertion logement, direction qui plus globalement s'occupe de tout ce qui est programme à destination des bénéficiaires des minima sociaux. Alors je vous dis ça parce que c'est important ce qui va suivre. Dans l'immédiat, moi je voulais vous présenter le département de la Creuse. Donc, comparativement à évidemment le territoire que Hugo vient de vous présenter, on est un tout petit territoire avec 120 000 habitants. On est sur un territoire qui est composé de 7 EPCI, mais des toutes petites EPCI, avec une EPCI qui est un petit peu plus conséquente et qui sur son territoire a un territoire de QPV de 1800 habitants à peu près. Et cette EPCI-là représente à peu près 47% de localisation d'habitants sur ce territoire. C'est vous dire que le reste du territoire est quand même peu peuplé, avec des habitants qui vont de 6 habitants kilomètre carré à 20 grand maximum. Voilà. Nous, on s'est engagé dans la démarche de l'inclusion numérique dès 2018 et notre porte d'entrée était la nécessité de me présenter initialement.
Vous dire aussi qu'évidemment, au regard de ce qu'évoquait Margot, tout le travail qui avait été mené au plan national et les études, évidemment, on s'est senti très vite concerné par ce problème de l'électronisme. Et au regard du travail qui a été mené, on a décidé de mettre en place un consortium d'acteurs, un consortium qui est composé toujours aujourd'hui de 2 types de partenaires, tous les partenaires qui potentiellement peuvent acquérir du pass, mais aussi tous les partenaires acteurs, qu'ils soient prescripteurs, médiateurs ou d'autres acteurs simplement associés à notre démarche. Là où notre spécificité rurale est intervenue, c'est que comme les EPCI étaient de petits volumes, sur des petites, sur des petits volumes, le conseil départemental a été positionné en qualité de chef de file sur ce sujet-là. Et c'est donc lui qui a répondu à l'AMI en 2019, mais on y reviendra. Alors, on a organisé la masterclass en 2 parties. Une première partie qui présente l'articulation entre la stratégie territoriale d'inclusion numérique et le pass numérique de chacune de ces 2 collectivités, avec un petit moment d'échange à la fin de la première partie entre vous et les intervenants, et une deuxième partie qui présentera les choix de déploiement et de communication autour des passes numériques qui, on verra, sont assez différentes entre la métropole de Lyon et le conseil départemental de la Creuse. Et là encore, on a réservé un petit moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit, comme l'a dit Caroline tout à l'heure. Amélie et moi, on est là pour les noter et on les posera pendant ces moments d'échange, on les posera soit à Hugo, soit à Edith pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Donc, la première question qui nous intéresse, c'est donc le lien entre votre stratégie d'inclusion numérique et quel est le pass numérique, et donc quelle place pour le pass numérique dans votre stratégie d'inclusion numérique. Et je passe d'abord la parole à Hugo. Ouais, merci Margot. Effectivement, je trouvais intéressant dans le cadre de cette masterclass de revenir un peu sur finalement la genèse de pourquoi est-ce qu'on a répondu à l'appel à projet du pass numérique en 2019. Le point de départ de la réflexion de la métropole autour de l'inclusion numérique, c'était de s'interroger sur la place de la ville intelligente dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisque la métropole de Lyon, initialement, avait une stratégie Smart City qui était plutôt avancée. Et en fait, c'est posé vraiment cette question de comment arriver à faire en sorte que cette Smart City soit accessible à tous dans tous les territoires. Et du coup, cette réflexion-là a conduit à ce que la métropole se positionne sur ces enjeux d'inclusion numérique. Et une des premières briques de ce travail-là a été de lancer la structuration du réseau, comme l'ont fait de nombreuses collectivités, et comme c'était préconisé notamment dans la stratégie nationale. Donc ça, c'est en mai 2019, on a fait des ateliers de travail où on a mobilisé un certain nombre d'acteurs, 80 pour être exact, et où ont été identifiées 9 offres de services pour ce réseau, et finalement la place éventuelle de la métropole là-dedans, et avec notamment les axes, les offres de services comme la cartographie, comme la mutualisation de ressources aussi. Je pense que c'est la cartographie, notamment sur les territoires, je pense que vous connaissez cette problématique. La question de formation aussi, notamment la formation des aidants, mais on va y revenir. Et du coup, le premier appel à projet pass numérique est sorti, si je ne me trompe pas, en mars 2019. Et en fait, à partir du mois de mai, les 2 choses sont arrivées à peu près en même temps. Et on s'est dit que c'était une vraie opportunité dans le cadre de notre démarche de pouvoir répondre à cet appel à projet pour finalement lancer et s'appuyer sur la dynamique partenariale qui avait été créée. Donc entre le mois de mars, entre le mois de mai et le mois de juillet 2019, on a mobilisé les acteurs aussi pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait répondre à cet appel à projet pass numérique. Et du coup, dans le cadre de rencontres et de groupes de travail, on en est arrivé à associer 7 partenaires que sont la CAF du Rhône, la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, la mission locale de la ville de Lyon, ATD Carmonde, les PIMS, donc le PIMS Lyon Métropole, Pôle emploi et le CCS de la ville de Lyon.
qui ont répondu finalement de manière commune à cet appel à projet, donc qui était vraiment dans la droite ligne de notre structuration de réseau pour un projet très ambitieux à plus de 600 000 euros, dont 65% de cofinancement de la part de l'agence du numérique à l'époque, qui était le montant maximum de cet appel à projet. Donc, on était très, très fiers d'avoir réalisé ça aussi. Et on m'a posé la question en préparation de savoir comment est-ce qu'on a mobilisé les élus pour répondre à cet appel à projet. L'idée, il y avait une vraie volonté politique de tester le dispositif sur notre territoire dans le cadre d'une vraie, on va dire, politique territoriale d'inclusion numérique, et dans quelle mesure ce dispositif qui est national rentre dans la stratégie locale de la métropole de Lyon en tant que territoire plutôt qu'en tant que collectivité. Et du coup, on est vraiment dans une expérimentation, et qui dit expérimentation dit évaluation. En même temps qu'on déploie le pass, on cherche à justement évaluer et voir dans quelle mesure le dispositif est pertinent, dans quelle mesure il ne fonctionne pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de déterminer. Donc, on a lancé concrètement les premiers passes en circulation en septembre 2020. Donc, voilà, et entre la période de juillet 2019 et la période de septembre, on a travaillé aussi, on y reviendra peut-être par la suite, sur comment on met en œuvre finalement le pass numérique sur notre territoire. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir de ça, c'est que le pass numérique a vraiment alimenté notre stratégie locale, le lancement de notre stratégie locale, et en s'appuyant sur la dynamique de réseau qu'on avait lancée en mai 2019. Donc les deux choses sont arrivées simultanément, ce qui a vraiment permis une vraie alimentation croisée finalement. Alors pour le département de la Creuse, notre déclinaison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a d'abord de mobiliser un consortium d'acteurs. Donc, j'ai pu vous le dire tout à l'heure, et qui a posé non pas une structuration avec une stratégie particulière, mais qui a plutôt déterminé une organisation très, très fonctionnelle et qui s'appuyait sur plusieurs éléments. Le premier, c'était qu'on voulait que ce soit une déclinaison départementale. On est un petit territoire, ça nous semblait être un impératif. Et ce qu'on voulait aussi, c'était évidemment un service de toute proximité. On ne voulait pas que les gens fassent 40 km pour aller au premier atelier. Ça, c'était un premier niveau d'exigence. Le deuxième niveau d'exigence, c'était la nécessité d'une structuration de médiation numérique. On sentait bien qu'il nous fallait un réseau de médiation avec nos ateliers, avec des contenus identiques, des outils pédagogiques identiques. On voulait évidemment départemental et la démarche de tous les autres petits commanditaires, pas du tout péjoratif, mais qui étaient sur des volumes financiers très, très réduits, par exemple 1 000 euros, 2 000 euros, et du coup avaient besoin de collectifs pour pouvoir eux aussi passer commande auprès d'Aptic. Quatrième piste, enfin en tout cas quatrième priorité, on voulait que l'outil pass numérique soit accessible au plus grand nombre. Donc vous allez le voir, au regard évidemment des financements, on a déterminé plusieurs types de passes. Je vais vous revenir dessus dans 2 minutes. Et puis enfin, on voulait, comme l'a précisé Hugo, mais comme le veut tout le monde, être en capacité d'évaluer le travail en cours et notamment les parcours individuels. On voulait que le parcours compétences numériques on puisse vraiment toucher un peu du doigt les contenus, le niveau de compétences atteint par les gens, tout notre travail qu'on va faire autour de PIX et des évaluations via des certifications de type Open Badge. Suite à ça, le consortium s'est dit, OK, il y a des financements divers, des financements qui étaient des fonds européens, des financements qui pouvaient provenir aussi de l'AMI, des financements des fonds propres des commanditaires, mais des fonds propres aussi du département. Donc, on a décidé de préflécher 3 types de passes.
tout en sachant que ces 3 modèles-là sont complètement transparents. Les gens n'ont aucune idée ils ne savent pas de quel type de pass ils font partie. Nous, on les distingue par des couleurs. Et évidemment, chaque pass est plutôt, on accroche plutôt différents financements à ces passes. Alors, on a le pass numérique PTI, qui est vraiment le pass numérique qui permet au public bénéficiaire des minima sociaux d'accéder à ces ateliers, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes accompagnés par la mission locale. On a le pass numérique consortium. J'ai envie de dire, c'est celui qui nous a permis d'élargir, c'est celui qui nous a permis, grâce à l'AMI, au soutien de l'État, d'aller au-delà des premières cibles, en touchant par exemple les jeunes de l'ASE, les personnes sous tutelle et sous curatelle de 60 ans, compris ceux en EHPAD, toutes les CAF, MSA, mais qui ont des petites ressources, etc. Et puis, il y a le pass commanditaire, c'est-à-dire vraiment tous nos autres partenaires qui souhaitaient aussi passer commande. Je vous donne un, par exemple, la Chambre d'agriculture pour ses adhérents, ou la conférence des financeurs, voilà, pour les personnes en perte d'autonomie. Le consortium leur permettait justement d'aller chercher du pass de manière collective. Alors, ça, c'est important parce que après, quand on regarde la slide suivante, c'est parce qu'on s'est appuyé sur ces éléments-là qu'on a pu déposer une réponse à l'AMI, et que l'État est venu en soutien à hauteur de 278 600 €. Sachant que 500 000 €, hein, on est sur des projets à peu près de ce niveau-là, avec une enveloppe de passe à hauteur de 310 000 €. Voilà, à terme, c'est ce qu'on souhaite évidemment atteindre. Par contre, et c'est là où on change, on a opté pour non pas un portage en interne, on a souhaité plutôt déposer la projet pour que ce soit des acteurs locaux qui répondent et déploient, un, le pass numérique PTI, l'autre, le pass numérique pass consortium et commanditaire. Deux têtes de réseau, Tela et Aliso, qui sont deux acteurs, un qui est plutôt fédérateur des tiers-lieux, et l'autre qui fédère plutôt les acteurs de l'éducation populaire. Comme évoqué avec Hugo, on est sur un lancement des premiers ateliers en décembre 2019. Voilà. Merci Edith. On va faire les questions, on les prendra juste après votre intervention suivante. Je veux juste dire quelque chose, Edith. Il semble que tu as un léger problème de connexion. Parfois, ça frise un peu. C'est très léger, hein, mais si jamais tu peux essayer de faire quelque chose, je ne sais pas. Alors, la question d'après, c'était, on voulait que à la fois Hugo et Edith fassent un focus sur comment ils ont acquis les passes numériques et donc les modalités mises en place pour acquérir les passes numériques. Donc, je passe la parole à Hugo. Ouais. Merci Margot. Effectivement, je pense que s'il y a des collectivités qui sont présentes aujourd'hui et qui ont répondu à l'appel à projet 2020, je pense qu'une des questions que vous devez vous poser maintenant, c'est la question du marché public. Nous, le choix qu'on a fait, c'était effectivement de nous positionner directement, c'est-à-dire que la métropole est le commanditaire, à la différence d'Edith, qui n'a pas fait ce choix-là. Mais en tout cas, on s'est positionné pour passer un marché public. Et au vu du montant élevé du projet, donc qui est de 612 000 €, nos services marchés ont décidé, et c'est tout à fait normal, de lancer un appel ouvert, c'est-à-dire qu'on considère que Aptic, donc, qui est aujourd'hui le seul opérateur en capacité de délivrer et d'imprimer des passes numériques, n'a pas d'exclusivité, puisque potentiellement d'autres opérateurs pourraient très bien le faire aussi, hein, pour éditer les passes, assurer la labellisation des structures, etc., comme en a parlé Margot. Donc, suite à la réponse qu'on a faite à l'appel à projet 2019,
On a donc travaillé sur notre cahier des charges, notre CCTP, pour lancer ce marché, donc qui était quand même assez conséquent. Et on a lancé un premier marché d'appel d'offres en octobre 2019, avec déjà des premières difficultés pour la rédaction du CCTP, enfin, du cahier des charges et du BPU, donc le bordereau des prix unitaires, voilà, vu la pseudo ou non-exclusivité de la part d'Aptic, rendait compliqué la rédaction de ce cahier des charges. Donc on a fait un peu comme on a pu. Et puis, donc on a lancé ce premier appel d'offres, et début 2020, il s'est trouvé qu'en fait, le premier appel d'offres avait été déclaré infructueux, puisqu'il y avait des irrégularités entre nos documents de marché et la réponse d'Aptic, qui était du coup le seul répondant, évidemment, puisque c'était les seuls en capacité de répondre. Et ce qui nous a un peu fait perdre du temps et obligé à relancer un second appel d'offres, mais cette fois avec une procédure en négociation, qui nous a offert quand même la possibilité cette fois de négocier avec Aptic sur leurs réponses, pardon, en mai 2020. Donc on a pu faire les négociations, sachant qu'entre-temps, il y a effectivement eu le confinement, plus le report des élections. Vous l'imaginez bien, ça n'a pas été très simple. Mais en tout cas, on a pu négocier en sortie de confinement avec Aptic, qui était une nouvelle fois le seul répondant. Et cette fois, on a pu mettre en œuvre, enfin, ça a pu se mettre correctement, et nous avons notifié le marché en juin 2020. C'est pour cela qu'on a pu commander nos premiers passes à l'été, pour un déploiement à partir de septembre. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je pense, pour des collectivités qui auraient répondu au second appel à projet. Je vous invite vraiment à prendre des cahiers des charges et des BPU qui ont déjà fonctionné pour d'autres collectivités. Parce qu'on s'est vraiment arraché les cheveux sur la rédaction de ce cahier des charges, etc. Et on a eu énormément de difficultés. Donc, je pense que vous avez tout intérêt à vous intéresser à ce qui a pu être fait. Il me semble que sur toutes les collectivités qui ont répondu en 2019, on a été parmi les premières à notifier leur marché malgré notre retard. Et donc ça, c'est une vraie question, en tout cas dans un déploiement de passe numérique, cette question de la passation du marché, et cette pseudo-exclusivité, mais qui n'est pas vraiment une exclusivité pour Aptic, qui était vraiment une vraie question. Donc en tout cas, si vous avez l'intention d'acheter des passes numériques, je vous invite vraiment à prendre les CCTP qui ont fonctionné dans d'autres collectivités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y en a quelques-unes que j'ai vu passer rapidement. Merci Hugo. Il y a une question qui est directement ciblée pour toi de Claire Vaillant des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, qui demande si une procédure de négociation est possible avec ce montant de marché. Alors, en fait, ce qui nous a permis de négocier, c'est que le premier appel d'offres avait été déclaré infructueux, et il y a une clause dans le Code des marchés publics qui, si le premier marché est déclaré infructueux, ça laisse la possibilité de négocier, mais uniquement sur le second. Je ne pense pas que, vu le montant, ce soit possible sur le premier appel d'offres de négocier. C'est ça, en fait. C'est vraiment le fait qu'il a été relancé qui nous a permis de le faire. Merci. Et la question d'après est pour Edith, toujours de Claire Vaillant des Hauts-de-France, qui demande, Edith, si dans le département de la Creuse, le commanditaire, c'est le département ou les têtes de réseau. Non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dès qu'on a eu les réponses de l'AE, donc en direction du pass numérique PTI, et en direction du SCOP. Ce qui veut dire que ce sont passes numériques auprès d'Aptic. Parce que dans chacune des enveloppes attribuées, on avait un montant préfléché de chèque Aptic à acquérir. D'où le fait que nous, on n'est pas passé de marché public.
je vais répondre aux questions que je vois passer. Effectivement, je l'avais déjà proposé sur le forum de l'ANCT, le cahier des charges. Mais donc, vous pouvez le retrouver après si vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je pourrais vous le faire passer directement si vous le souhaitez. Vous aurez mes coordonnées à la fin, si je ne me trompe pas. Oui, je confirme que pour les commanditaires de passe qui ont accès au forum qu'on a lancé lundi, effectivement, vous aurez les pièces de marché de la métropole de Lyon. Et il y a une dernière question, Edith, plutôt que ça reste plutôt à toi, c'est sur Pix. La question est, pouvez-vous revenir sur la certification Pix que vous avez citée, s'il vous plaît? Edith, est-ce que tu nous entends? Alors, j'ai fermé, oui, j'ai fermé ma caméra dans l'espoir de récupérer un petit peu plus Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, du coup, oui, j'évoquais Pix parce que c'est un outil qu'on utilise à 2 niveaux dans le cadre de l'offre de services que les médiateurs numériques ont travaillé tous ensemble. Il nous a semblé pertinent d'avoir la capacité d'évaluer à un moment donné. Donc, on a mobilisé évidemment ABC Diag sur les premiers ateliers. Et puis, au regard de toute l'offre de services que l'on a déclinée, ça nous paraissait aussi intéressant de pouvoir faire à des moments précis des évaluations pour que la personne puisse repérer où elle en était. Et donc, on a utilisé du coup ABC Pix à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'on a été expérimentateur. C'est le réseau TELA là, qui s'est porté candidat pour expérimenter ces outils-là auprès de Pix et de l'État. Donc, oui, évidemment, c'est des outils plus qui nous permettent aussi, à un moment donné, de décliner le parcours numérique comme étant un parcours qui avait de la valeur, voilà, qui pouvait amener les gens jusqu'à une certaine reconnaissance. Pour tous ceux pour qui, évidemment, Pix n'est pas forcément utile dans le domaine professionnel, on pensait aussi utiliser les open badges, qui sont des badges que l'on met en place sur le territoire et pour reconnaître justement certaines compétences transverses, dont le numérique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci Edith. Et pour compléter le propos d'Edith, juste vous dire qu'au niveau national, donc la NCT va entrer dans le GIP PIX. L'idée, c'est à la fois de pouvoir déployer ce qu'on appelle ABC PIX, dont Edith parle à l'instant, et qui est vraiment la marche d'avant PIX. Donc PIX, qui est un service public de certification des compétences numériques, mais qui n'est pas adapté pour les publics qui sont en grande difficulté avec le numérique. Donc l'idée d'ABC PIX, c'est de pouvoir évaluer les compétences des personnes qui sont éloignées du numérique avec un test un peu plus adapté à leurs besoins. Et donc l'idée, c'est que voilà, on a 10 collectivités qui ont expérimenté, donc, dont la Creuse, ABC PIX, c'est que maintenant on le déploie et qu'on le généralise dans les lieux de médiation numérique à partir de 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, Amélie? Je ne crois pas. Je pense qu'on a répondu à tout. Donc on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on s'intéresse maintenant au réseau de prescripteurs, aussi appelé réseau de distribution. Et donc on va demander à la métropole de Lyon, au département de la Creuse, comment ils ont mobilisé ce réseau de prescripteurs, et comment ils ont créé ce réseau de distribution. Donc je laisse la parole à Hugo. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà, comme je le disais dans la première partie, la métropole ne s'était pas positionnée toute seule. Elle avait répondu avec 7 autres partenaires que je vous ai remis là. Ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la métropole, du fait de ses compétences sociales héritées du département, on a des anciennes maisons du Rhône qui sont devenues les maisons de la métropole, qui sont aussi prescripteurs du pass numérique. Comme je le disais, ces différents partenaires nous permettent de toucher des publics qui sont assez larges. Par exemple, le CCAS de la ville de Lyon est plutôt sur les publics personnes âgées, ATD Quart Monde sur des personnes en très grande précarité.
la CAF du Rhône, donc, qui est sur ses allocataires dans le cadre des rendez-vous d'aide aux démarches. D'ailleurs, je salue au passage Rodrigue Lopez, mon collègue de la CAF du Rhône avec qui je travaille, qui est présent aujourd'hui. Et Pôle emploi aussi qui expérimente le dispositif sur le territoire de la métropole avec nous, donc qui est évidemment sur des publics demandeurs d'emploi. Donc on est, Rodrigue, on est vraiment chacun sur des modalités de prescription qui sont différenciées, et ce qui est intéressant du coup pour nous, comme je le disais, pour identifier dans quelle mesure ce déploiement de pass peut fonctionner à l'échelle d'une métropole comme la nôtre. Concrètement, comment on a mobilisé ces différents prescripteurs pour notre déploiement de pass? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'abord un groupe de travail en interne, donc qui nous a permis d'identifier quelles seraient les modalités de déploiement du pass au sein de la métropole et via les maisons des métropoles, sur des questions de diagnostic, d'orientation et de suivi du bénéficiaire. À côté de ça, on avait un comité projet plutôt partenarial, donc qui réunissait l'ensemble de ces partenaires, qu'on a réunis à peu près tous les 3 mois pour réfléchir effectivement sur ces mêmes questions. Et évidemment des rencontres avec des lieux de médiation numérique qui sont en capacité d'accompagner les publics, puisque ça, c'est aussi un élément très, très important à prendre en compte lorsqu'on souhaite déployer du pass numérique. C'est la question des lieux en capacité de recevoir les publics et de se qualifier aptiques, comme on verra juste après. Et quelque chose de vraiment très important sur lequel je voudrais revenir et insister, c'est la question d'avoir des référents numériques, donc des assistants médico-sociaux pour la métropole, qui seraient formés à l'identification et à l'accompagnement des usagers en situation d'électronisme, donc ce qu'on appelle des aidants numériques, dont a parlé Margot tout à l'heure. Et en fait, cette question de la formation des aidants, c'est devenu un prérequis identifié pour déployer le pass numérique dans de bonnes conditions. Et ça, je vais insister lourdement là-dessus. Si on souhaite que le déploiement de pass numérique se fasse dans les meilleures conditions possibles et qu'on ne soit pas sur uniquement remettre le pass à la personne et faire finalement du guichet, où les personnes vont récupérer leur chèque, leur pass numérique à l'accueil et s'en va. Il faut que les aidants aient un premier niveau de formation et de sensibilisation autour de ces questions numériques, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est vraiment un manque qu'on a identifié au sein de nos MDM. Et c'est un des premiers points positifs qu'on retire de ce déploiement de pass, c'est comment est-ce que ce dispositif a permis aussi de faire émerger ce besoin au sein des maisons de la métropole, et c'est cette nécessité que le numérique est aujourd'hui et le lien entre le numérique et le travail social, et ce lien, il est renforcé aujourd'hui. On l'a vu dans le cadre du confinement et de la crise sanitaire. La question numérique est un vrai enjeu pour le travail social aujourd'hui, et c'est un des premiers enseignements qu'on tire vraiment de ce déploiement pass numérique. Si on passe à la slide suivante, concrètement, au départ, ce que je rappelle ici, c'est qu'on avait 3 structures qui étaient labellisées aptiques à la fin de 2019. Et du coup, c'était un vrai enjeu d'arriver à avoir des structures en capacité d'accueillir les publics. Et du coup, on a fait un travail important de communication auprès de ces structures pour les inciter finalement à s'inclure dans le projet pass numérique de la métropole. Et donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 25 lieux de présence sur le territoire. Donc on a fait c'est une belle progression. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des zones où il n'y a pas forcément de structure aujourd'hui. Vous pouvez le voir sur la petite cartographie que je vous ai mis à droite, notamment sur la partie est, où pour l'instant on n'a pas grand-chose, ou sur la partie ouest à dominante plus rurale, où on n'a pas forcément de structure qualifiée aptique aujourd'hui. Et c'est aussi un des enseignements qu'on tire, c'est que le pass numérique n'est pas forcément une réponse dans tous les territoires, ou en tout cas il faut trouver d'autres modalités pour que ça se déploie dans des meilleures conditions.
si on a commencé effectivement sur un territoire pilote, donc le territoire Lyon 7, Lyon 8, 8e arrondissement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait des lieux qualifiés aptiques à proximité. La plupart des prescripteurs que j'ai cités étaient présents sur ce territoire ou à proximité. Et évidemment, on avait des référents numériques qui étaient formés, comme je l'ai dit précédemment, notamment grâce à la formation et si j'accompagnais du Hub Inora. Donc, je les remercie beaucoup pour ça, parce que ça nous a vraiment, ça a vraiment apporté beaucoup. Mais en tout cas, j'insiste vraiment sur cette question de la formation des aidants et sans quoi on imagine que le pass numérique ne peut pas se déployer dans de bonnes conditions si on n'a pas ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Oui, je propose qu'on laisse Edith intervenir et après on prendra les questions parce que je pense qu'Edith va aussi répondre en partie aux questions dans son intervention. Ça marche, merci. Oui, alors je n'allume toujours pas ma caméra dans l'espoir qu'il n'y ait pas de coupure pour vous. Oui, alors en Creuse, les prescripteurs ne sont pas les distributeurs de passes numériques. Donc, on a établi une modalité, un mode de fonctionnement sur tout le territoire, à savoir que le réseau de prescription, lui, il remet une plaquette et des supports dont on va parler tout à l'heure quand on parlera des outils de communication. Le réseau de prescription, c'est vraiment ceux qui accompagnent. Par exemple, quand on est une famille affiliée à la MSA, ben c'est la MSA. Quand on est une famille affiliée à la CAF, c'est la CAF. Quand on est demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi. Voilà, c'est ça notre réseau de prescription. Mais lui, il ne remet que les plaquettes et des petits documents support. C'était là et Aliso, nos deux têtes de réseau qui travaillent sur le déploiement du pass, qui assurent le stockage, donc ils commandent, ils stockent et distribuent ces passes auprès des acteurs de la médiation numérique, parce que ce sont les acteurs de la médiation numérique qui, eux, distribuent dès le premier atelier le chéquier à la personne, ce chéquier qui a une valeur de 50 €, puisque nous, on fait des chèques de 5 des chéquiers de 5 chèques de 10 € chacun. Voilà. Cette organisation-là, elle nous permet évidemment de bien calibrer le nombre de passes qu'on utilise. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on est en capacité de déterminer exactement le nombre de passes utilisées par rapport au nombre de passes scannées. Sur la slide suivante, je reprends un petit peu en détail c'est qui le réseau des prescripteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le consortium d'acteurs, depuis le départ, on avait invité tous ces prescripteurs potentiels. Voilà, on savait qu'à un moment donné, ils allaient être dans la démarche, dans le projet, qu'il fallait les impliquer de suite. Donc, aujourd'hui, on a un panel de prescripteurs qui est très large, puisqu'on a à peu près 16 publics ciblés. Et je vous montre, je vous ai donné l'exemple, je vous ai écrit l'exemple que je viens de vous donner. Ce qui fait que pour chaque public que nous avons ciblé, on a déterminé potentiellement toutes les personnes qui gravitaient autour. Alors, ça a pris beaucoup de temps, mais en fin de compte, pour chaque prescripteur, on a mis en place des réunions de travail. Alors, des réunions de travail qui étaient parfois sur un point central, parfois sur de la proximité, ou alors inversement, on se rendait sur les réunions d'équipe. Voilà. Et on l'a toujours fait de manière partenariale, c'est-à-dire Aliso, TELA, conseil départemental. Voilà, on est parti dans cette dynamique-là et on a poursuivi cette dynamique et on la poursuivra encore jusqu'au terme de ce projet. Sur le réseau de médiateurs. Alors, le réseau de médiateurs, ça fait l'objet d'une fiche très particulière puisqu'on avait demandé à TELA, dans le cadre de l'appel à projet, de construire ce réseau de médiation. Pour nous, c'était notre socle. C'était l'élément essentiel de la démarche parce que sans réseau de médiateurs, avec des médiateurs formés, des médiateurs impliqués, on savait qu'on ne pourrait pas développer le déploiement du PASS. Donc, c'est Éric Durand pour TELA qui a été cherché dans toutes les structures qui sont citées là, les tiers-lieux, les centres sociaux, les espaces de vie sociale, les bibliothèques,
des lieux d'accueil. Et ensuite, avec ces lieux d'accueil, ils ont travaillé sur la RH. Quel RH disponible? Qui pouvait être disponible? À quel moment? Et ensemble, ils ont établi une vraie offre de service. Donc ça, c'est un réseau de médiateurs, je le répète, qui est vraiment pour moi le socle de réussite de ce projet. En parallèle, très vite, on s'est bien rendu compte qu'on avait des territoires où il n'y avait pas d'espace collectif. Donc, on a été chercher des indépendants, auto-entrepreneurs, qu'on a mobilisés sur ces territoires. Et à l'ISO, dans le cadre évidemment de l'appel à projet qu'on avait lancé, a recruté également une médiatrice numérique itinérante pour répondre à des besoins spécifiques. Je vous en donne deux, trois. Par exemple, quand on intervient dans les EHPAD, voilà, cette médiatrice numérique, elle intervient au cœur des EHPAD. Elle intervient aussi sur les publics un peu spécifiques, ceux qui sont en situation d'illettrisme ou de français langue étrangère, ou ceux qui relèvent du champ du handicap. Voilà, c'est des compétences particulières. Elle peut aussi se rendre sur les lieux d'accueil de médiation, quand, par exemple, l'ARH n'a pas toutes les compétences attendues. En tout cas, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'avec chaque acteur de la médiation, on a validé l'idée d'avoir un temps d'accueil identique, d'avoir une offre de service et des contenus pédagogiques identiques, d'avoir également un travail identique sur l'évaluation des parcours avec des documents qui ont été établis ensemble. Et c'est évidemment eux qui distribuent le pass numérique à la personne. Voilà. C'est un peu la distinction avec Hugo, puis peut-être d'autres. L'idée pour nous, c'était forcément que les prescripteurs n'étaient pas des distributeurs, aussi parce que les prescripteurs ne voulaient pas qu'on complexifie leur démarche. Donc, on a voulu jouer sur des supports de com, et on va en reparler tout à l'heure, qui sont pour eux assez faciles à distribuer. Je ne sais pas s'il y a des besoins de compléter. Merci Edith. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat, donc je vais les lire et les attribuer soit à toi, soit à Hugo. J'en prends déjà deux pour moi, parce que c'est des questions plus au niveau national. Donc, il y a une question de Béatrice Frézal qui est « Ne distingue-t-on pas deux types de publics ? Les électronistes qui sont trop loin de l'informatique pour devenir autonomes et qui sont accompagnés par des aidants et des tiers de confiance, et ceux qui sont du ressort des passes numériques car ils peuvent devenir autonomes sur le net. » Alors effectivement, le pass numérique vise à la montée en compétences numériques des bénéficiaires de passes. L'idée est effectivement de faire en sorte qu'à la fin de l'accompagnement, donc que ce soit un carnet de 5 ou de 10 passes, l'usager soit autonome et puisse reproduire sa démarche en ligne seul. Et pour les usagers, donc on dit qu'il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Évidemment, les 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique ne sont pas forcément autonomisables, entre guillemets, soit parce qu'ils ne le veulent pas, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas ou parce qu'ils ne le peuvent pas. Et donc, pour sécuriser le faire à la place d'eux, là, je fais juste une petite parenthèse de 1 minute. Le programme Société numérique travaille également à la mise en place d'un service public numérique qui s'appelle Aidant Connect. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Aidant Connect, l'idée, donc, c'est un service public numérique qui permet de donner mandat de manière sécurisée à un aidant qui fait les démarches administratives à la place de la personne accompagnée dans un contexte sécurisé. Donc, ça, c'est vraiment pour le faire à la place d'eux et pour les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas monter en compétences numériques et donc qui ne pourront pas forcément être autonomes à la fin de l'accompagnement. Donc voilà, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Et j'ai une deuxième question, parce que je ne vais pas manger tout le temps qui nous reste. C'était... Alors, je m'étais noté une deuxième question de Anne Bonnefond, il me semble. Oui, Anne Bonnefond. Faut-il obligatoirement être labellisé aptique pour être opérateur de passe numérique quand on est un lieu de médiation numérique de type associatif ? Alors là, je pense qu'il y a peut-être une confusion. Nous, ce qu'on appelle opérateur de passe numérique, c'est vraiment l'acteur ou l'entreprise qui produit les passes, donc qui édite, qui imprime les passes et qui labellise les lieux. Et donc là, ça peut être pour l'instant aptique et le seul qui est labellisé par l'État, mais il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir. Mais par contre, si vous êtes un lieu d'accompagnement de type associatif qui accueille les usagers pour les former,
Dans ce cadre-là, oui, il faut être labellisé de l'opérateur du pass numérique, donc Aptic. Et ça, c'est une démarche qui se fait en ligne, qui est déclarative à ce stade. Donc, tout lieu qui fait de l'accompagnement numérique, que ce soit un EPN, une bibliothèque, un tiers-lieu, peut faire la démarche pour se qualifier Aptic et pourra ensuite recevoir des bénéficiaires de pass numérique. Voilà pour cette question-là. Maintenant, je vais passer la parole à Hugo parce qu'il y a plusieurs questions dans ta présentation plusieurs questions qui ont fait suite à ta présentation sur la formation. Il y en a 3 que je vais regrouper, donc je vais te les lire. Il y a une question de Paul Clavel de la Lozère qui demande si vous vous êtes appuyé sur le CNFPT pour former vos aidants numériques en amont des prescriptions. Il y a une question de Anne-Marie Zeifried de Strasbourg qui demande qui a assuré les formations des assistants médico-sociaux. Et la 3e question du même ordre, c'est Claire Vaillant des Hauts-de-France qui demande si les aidants numériques donnent un premier niveau de formation aux usagers du PASS ou bien si c'est une autre question en fait, ou si bien ils les accompagnent vers les lieux labellisés. Bon, alors du coup, je vais répondre aux 2 premières questions en même temps. Non, on ne s'est pas appuyé sur le CNFPT, on s'est appuyé, comme je le disais, sur la formation SI j'accompagnais de Inora, puisque les hubs en fait ont bénéficié d'un financement de la Banque des Territoires, comme vous le savez peut-être, et qui du coup, Inora a travaillé sur ces questions de formation des aidants. Et pour tester ces modules de formation, justement, ils ont proposé des sessions ouvertes et gratuites sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la métropole a pu bénéficier de ces formations gratuites justement pour former ses référents numériques. Donc, c'est pour ça que je les remercie beaucoup de nous avoir laissé cette opportunité-là. Et ce qui nous a aussi montré à quel point cette question de la formation des aidants était très importante lorsqu'on souhaite diffuser du pass numérique, mais de manière plus générale, je pense, dans un contexte médico-social, social ou médico-social. Voilà, ça c'était la première question. Et la seconde, du coup, que j'ai oubliée, évidemment, qui était, si je la retrouve... La question, alors il y avait la question de Claire Vaillant des Hauts-de-France. Ouais, vous l'avez trouvée, sinon je peux vous la redire. Vas-y Claire. Oui, je veux bien, je suis désolé. En fait, je voulais être sûre de bien comprendre le rôle des aidants numériques. Ouais, pour moi, les aidants numériques, ils interviennent surtout sur le champ social et ils peuvent aider dans la réalisation d'une démarche. Mais c'est pas leur métier de former les gens à l'autonomie numérique. Du coup, je me demandais bien, est-ce qu'ils donnent un premier niveau de formation? Est-ce qu'ils accompagnent les bénéficiaires? Enfin voilà, c'était juste pour clarifier ce point-là. Non, ils sont bien, ils sont pas. L'objectif, c'est pas de les former à la médiation numérique, hein, c'est vraiment de leur donner un premier niveau de connaissance et de sensibilisation autour de cet enjeu d'accompagnement de la personne en situation d'électrolyse, comment je détecte le besoin de la personne et comment je l'oriente avec différents cas en fonction du besoin. Mais l'idée, c'est vraiment pas d'en faire des médiateurs numériques. Hein, c'est pas chacun son métier et chacun ses compétences. En tout cas, c'est vraiment d'arriver à identifier le besoin de la personne et de l'orienter de la meilleure des manières. Et puis aussi de leur proposer une sorte de leur ouvrir vers les opportunités du numérique en étant plus sur uniquement le numérique comme contrainte, mais aussi le numérique comme opportunité, qui est aussi un élément important, je pense. Mais oui, il faut bien faire la part des choses, effectivement, entre les aidants et les médiateurs numériques. C'est deux choses différentes, mais deux mondes qui gagneraient beaucoup à se parler un peu plus. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci Hugo. Je passe aux questions pour Edith. On a une question de Céline Collet-Dufay qui demande si en Creuse, les 2 têtes de réseau TELA et Aliso ont-ils des spécificités à chacune dans les publics accompagnés? Ont-ils des spécificités chacun dans les publics accompagnés? Elles sont pas accolées au public. Elles sont plutôt accolées aux missions. TELA, qui déploie le pass numérique PTI, on est plutôt sur le déploiement d'un réseau de médiateurs avec la création d'une offre de service, la mise en place d'outils pédagogiques. Aliso ne le fait pas, c'est fait. Donc forcément, les deux opérateurs viennent se compléter, mais ils n'ont pas d'émission
spécifiques par rapport à un public particulier. La médiatrice numérique qui est recrutée par Aliso, par exemple, intervient autant sur des ateliers concernant des passes numériques PTI, puisque de toute façon, nous, les publics, ils sont mélangés. Initialement, on n'a pas une orientation vers une structure au regard du PTI, du pass. Donc non, il n'y a pas de mission particulière. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous, par contre, dans la question de l'utilisation des passes, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur trois personnes, 3 interlocuteurs, est-ce que c'est trop? Au final, l'individu, lui, il ne sait pas qui distribue les chèques. La seule chose qu'il sait, c'est que quand il vient dans l'atelier et que il a son premier atelier, on lui donne le chèque. Il ne sait pas que c'est les opérateurs Tela Aliso qui ont stocké, qui viennent distribuer. Tout ça, il ne le sait pas. Sur le réseau de prescripteurs, il y a évidemment cette délivrance de plaquettes que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais il y a aussi ceux qui poussent la porte tout seuls. Ils en ont entendu parler. Donc, voilà, ils poussent la porte, ils viennent dans un atelier et on les accueille. Et on regarde évidemment au regard de leur statut sur quel type de passe ils émargent. Ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'en Creuse, on a été jusqu'à dire qu'on pouvait aller jusqu'à 25 chèques de 10 € par personne. Voilà. Ça leur permettait d'aller jusqu'à 25 ateliers, puisque pour nous, un chèque de 10 € égale un atelier d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ça dépend. Voilà. Et donc, chaque personne pouvait bénéficier jusqu'à 25 chèques. C'est une règle que l'on a posée, quel que soit le pass, pour permettre justement à ceux qui en sont le plus éloignés de bénéficier d'un soutien plus conséquent. Et je reviens bien sur, j'ai vu aussi les questions dans le chat, je reviens bien sur le fait qu'au final, on ne distribue pas les passes. On les donne à l'individu directement quand il est dans l'atelier. Ce qu'on distribue, nous, ce sont des supports papier plaquettes, qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Ce que je voulais aussi rajouter, simplement, c'est que le réseau TELA, il a une mission aussi très importante pour le réseau de médiation, puisqu'il anime et il coordonne ce réseau de médiateurs. Une fois il a à la labellisation, la certification haptique, une fois que, évidemment, on commence à lancer les ateliers sur un territoire, qu'on a recensé, chaque acteur de la médiation numérique est au moins une fois par mois mobilisé via un webinaire sur une thématique particulière. Voilà. Une fois, on aborde la thématique de l'illettrisme, voilà, pour ceux qui sont en situation d'électronisme. Une fois, c'est quoi le champ du handicap, quelle problématique face à la montée en compétences numériques. Une fois, ça peut être le parcours numérique, c'est quoi? Enfin, vous voyez, on réunit ces acteurs-là de manière assez régulière, justement, pour continuer ces dynamiques collectives. Je sais pas si j'ai répondu à tout, à Margot. Est-ce que tu as Oui, j'ai juste une dernière question pour toi, parce que je pense que c'est intéressant que tout le monde entende la réponse. C'est une question de Valérie Luciani qui demande, en Creuse, qui diagnostique le besoin de l'usager et qui oriente vers le lieu de médiation approprié? Alors, il n'y a pas de diagnostic proprement dit, c'est-à-dire on ne prend pas du temps avec la personne pour… voilà. Il y a une plaquette, qu'on va parler tout à l'heure, avec 5 questions. Et si la personne répond au moins à une de ces 5 questions, voilà, au moins un non à une de ces 5 questions, on la renvoie vers les passes. Voilà. Donc, le diagnostic, il ne va pas au-delà, parce qu'on ne voulait pas que les prescripteurs… on a des prescripteurs qui voilà, sont déjà suffisamment débordés. Ce qu'on voulait, c'est que ça soit simple et agile. Par contre, quand on rentre sur le premier atelier, sans que les gens le sachent, il y a un diagnostic qui est fait. Voilà, là, on calibre son parcours, ce qu'il sait faire, ce qu'on peut lui proposer. Merci Edith. On voulait prendre une dernière question de Mourad, mais je vois que Hugo y a répondu dans le chat. Donc, je vous propose qu'on continue puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et donc, pour la dernière question de cette masterclass sur la communication, et donc parce que c'est un enjeu très important, hein, je pense que vous l'aurez compris dans le cadre du déploiement du pass numérique, de savoir comment faire connaître le dispositif. Et donc, on s'intéressait à savoir, et la métropole de Lyon et le département de la Creuse, quels outils d'information et de communication vous avez mis en place autour du pass numérique. Et je laisse la parole à Hugo.
Oui, merci Margot. Est-ce que tu peux juste passer la slide là? Merci. Du coup, effectivement, dans le cadre de notre déploiement de pass, il y a eu des besoins qui ont émergé sur comment est-ce qu'on communique autour de ce dispositif. Un premier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'en fait, on a fait le choix de ne pas faire de la communication grand public, puisqu'en fait, on ne veut pas éviter les effets d'annonce, c'est-à-dire que les publics se rendent de manière nombreux dans les structures, notamment les MDM ou les accueils CAF, par exemple, pour dire moi, je veux un pass numérique, je suis intéressé. L'idée, c'est d'éviter au maximum ces effets d'annonce-là. Donc, du coup, on communique plutôt auprès des professionnels qui sont en capacité d'accueillir les publics et de détecter leur fragilité et puis de remettre le pass. Mais du coup, à destination de ces professionnels, on a 2 outils qui sont mobilisables assez facilement. Le premier, c'est une plateforme boîte à outils qu'on a mise en place dans le cadre de notre déploiement de pass qui centralise finalement l'ensemble des informations et ressources utiles pour les prescripteurs ainsi que les lieux haptiques. Et qui est accessible à tout le monde. Même vous, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez y accéder avec un volet plutôt explication, qu'est-ce que c'est que le pass numérique, et en fonction de la personne, si je suis un prescripteur ou si je suis un lieu haptique, quelles informations j'ai besoin, donc notamment si je suis un prescripteur à qui je m'adresse, comment je diagnostique le besoin de la personne, comment je l'oriente, vers qui je l'oriente, c'était aussi une vraie question. Donc avec les lieux haptiques qui sont listés et leur offre de service qui est proposée, donc qui est accessible facilement aux différents prescripteurs et avec un certain nombre d'informations aussi, notamment une FAQ ou des choses comme ça, des éléments de contact aussi. Oui, je pense qu'il faut, Béatrice, il faudra mettre le lien dans le chat éventuellement. Et du coup, le deuxième outil, qui est un outil qui a été expérimenté et en phase d'expérimentation à la métropole depuis l'année dernière, qui s'appelle Boussole, donc qui va se renommer G-Orienté, qui est en fait un outil d'aide à l'orientation sociale sur l'ensemble des thématiques, donc logement, alimentation, emploi, culture, et dans lequel on a fait rentrer le pass numérique. En fait, c'est un outil qui a été développé en partant du constat que les professionnels sociaux ne connaissent pas forcément les structures qui sont à proximité. Et du coup, un outil a été proposé pour que les structures locales puissent renseigner leur offre sur ces différentes thématiques-là et qui permettent d'avoir une info qui soit à jour en permanence. Et les 2 projets se sont faits à peu près en même temps. Et l'idée, c'était de dire, on a un besoin, dans le cadre du pass numérique, qui est d'orienter la personne vers une structure en capacité de l'accompagner. On va rajouter le pass numérique, ça paraissait logique. Et encore une fois, cet outil, il est accessible à tous les prescripteurs. Certains l'utilisent, d'autres moins, en fonction des connaissances de l'écosystème de chacun. Et cet outil, il recense l'ensemble des lieux haptiques et leur offre de service qui est issue du référentiel haptique que vous connaissez certainement. Donc ça, c'est un outil qui est toujours en phase d'expérimentation, qui doit rentrer en phase d'industrialisation au sein de la métropole. Et on espère que l'outil va pouvoir se développer largement et notamment favoriser le déploiement du pass numérique. Ce que vous trouverez aussi dans la plateforme, c'est des éléments de communication qu'on a mis en place pour les publics, justement au moment où on leur remet le pass, pour qu'ils aient toutes les informations autour du dispositif, à quoi il sert, pourquoi, comment je l'utilise, etc. Donc, toutes ces informations-là figurent dans la plateforme que vous avez dans le chat. Voilà, si jamais vous avez des questions, je pourrais revenir par la suite. Alors, de notre côté, donc pour nous, le premier outil de communication et d'information, c'est vraiment toutes les réunions par territoire que l'on a pu mettre en place et les réunions du consortium. Ça, c'est notre premier outil de communication. C'est là où on a pu, je dirais, introduire tous les éléments d'un projet qui est quand même assez lourd et qui a fait l'implication des acteurs.
Ensuite, et au-delà des 2 sites internet, hein, il y a eu 2 sites internet de créer, celui de Tela et puis le département a créé aussi le sien sur e-inclusion.creuse.fr pour assurer une diffusion permanente de la formation. On a mis en place des supports papier. Alors, ces supports papier, vous les avez un petit peu en dessous. Il y a une affiche tout simplement où dans tous les lieux des prescripteurs potentiels, il y a une grande affiche qui dit si on distribue des passes numériques, voilà. Et on a cette petite plaquette là que vous voyez à gauche en bleu. Alors cette plaquette, elle est la même que ce soit du pass numérique PTI ou consortium ou des commanditaires. Il y a juste une couleur qui les différencie. Et cette petite plaquette, dans cette petite plaquette, il y a les fameuses 5 questions que j'évoquais tout à l'heure et qui permettent, lors de la distribution, à l'individu lui-même de s'auto-saisir, de s'auto-prescrire, puisqu'on a 5 petites questions qui disent « Savez-vous créer ou gérer une boîte mail ?» Il faut répondre oui ou non. Savez-vous bien reconnaître les différents types de documents? Savez-vous ranger, classer, conserver en sécurité vos documents? Savez-vous écrire et mettre en page un document? Savez-vous faire vos démarches administratives en ligne? Et en dessous, il y a écrit « Vous avez au moins un nom, alors vous pouvez vous rapprocher d'un lieu de médiation numérique et bénéficier des passes numériques. » Voilà, c'est sur cette petite plaquette-là que l'on a préfléché notre diagnostic. Avec cette plaquette, on remet le petit courrier de prescription que vous avez aussi sur l'image. Ce petit courrier de prescription, c'est simplement un courrier qui indique que voilà, il est déployé le pass numérique, qu'ils peuvent en bénéficier, qu'il suffit de se rendre sur un lieu de médiation numérique. Et ces lieux de médiation numérique sont recensés sur le petit document où il y a écrit lieu de permanence. C'est un document où on a tous les lieux d'accueil de médiation numérique avec le jour et l'heure d'accueil et le jour et l'heure des ateliers. Donc, les gens savent que sur ces jours et horaires, ils peuvent s'y rendre, ils poussent la porte, ils ont leur petite plaquette ou pas, puisque nous, on laisse aussi la possibilité aux gens de venir spontanément et d'aller sur le lieu avec ces documents-là. Et derrière, ils ont une inscription avec un premier atelier qui leur est proposé. Voilà, je crois ce qu'on pouvait dire sur les outils de communication. Oui, merci Edith. Il y a pas mal de personnes qui demandent les liens vers les sites, mais on va de toute façon vous envoyer PowerPoint à tous les participants à la fin et vous verrez que les liens sont cliquables. Donc vous aurez accès à toutes les ressources qui ont été exposées par Edith et Hugo à l'instant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Amélie Naquet, donc ma collègue, a répondu à la question dans le chat de Caroline. Donc, n'hésitez pas si vous voulez intervenir, Caroline, pour rebondir sur sa réponse. Voilà, on prend. Et je crois qu'il n'y a qu'une question. Enfin, en tout cas, sur ce sujet-là, je vois juste une question là, qui vient d'être posée à l'instant. Oui, il y avait aussi une question sur un peu le nombre de personnes par atelier. Alors, juste pour dire qu'en Creuse, je ne sais pas sur Grand Lyon, mais en Creuse, on était sur à peu près des groupes de 8 à 10 personnes initialement, hein, et que depuis la Covid, on se retrouve sur des groupes de 4 à 5, voilà, avec des règles sanitaires qui nous contraignent à avoir des petits groupes. Ce qui ne favorise pas évidemment le déploiement en masse du pass, sachant que tous les ateliers sont arrêtés ou presque. Je dis presque parce qu'ils sont maintenus dans le secteur des structures de l'insertion par activité par l'économique, puisque ce sont des salariés en insertion qui travaillent. Merci. Je vous propose comme il n'y a plus de questions dans le chat, je vous propose qu'on passe à la conclusion. Et en guise de conclusion, on voulait vous demander à l'un et à l'autre qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de commencer votre déploiement. Et donc, Hugo, je te laisse la parole. Ouais. Alors du coup, ce qu'on a souhaité vous proposer, c'est un peu une espèce de template finalement, des questions à se poser et des choses à penser lorsqu'on veut déployer du pass numérique. Et je pense que c'est
En tant que collectivité qui a un peu, on va dire, essuyé les plâtres l'année dernière dans le cadre du premier appel à projet, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'aurais aimé, un certain nombre de réponses auxquelles de questions auxquelles j'aurais voulu avoir des réponses, pardon. Mais du coup, là, on vous a mis ce qu'on paraissait incontournable. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur pour une collectivité qui serait en réflexion autour de son propre déploiement. Mais je pense que voilà, les éléments sont prendre aussi les uns après les autres. Et en tout cas, ne prenez pas peur en voyant cela. Les questions à se poser déjà, c'est déterminer si vous décidez de faire un portage en interne ou en externe. Ce qui différencie nos deux déploiements, comme vous l'aurez compris. Je pense que le département de la Creuse a pu s'appuyer sur des réseaux déjà bien développés, bien existants. Donc, c'est aussi un avantage. Et à voir si vous pouvez aussi passer par ce biais-là. Donc, ça, c'est une première question à vous poser. Sur le département de la Creuse, effectivement, la question s'est posée de savoir si de déterminer tous les financements qui pouvaient intervenir pour l'acquisition de ces passes numériques. Donc ça, c'est aussi une question importante. Dans le cadre du marché public que vous avez, si vous devez passer un marché public, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous appuyer sur des cahiers des charges déjà faits plutôt que chacun réinvente la poudre, puisqu'en fait, nous, on s'est déjà beaucoup cassé les dents dessus. Et ce serait dommage que vous perdiez ce temps-là. Ce que je rajouterais, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est si vous réfléchissez à l'offre de services haptiques, je pense qu'il vaut mieux mettre plus de choses dans le cahier des charges, quitte à ne pas forcément les faire fonctionner dans le cadre de vos bons de commande, plutôt que l'inverse, et de se retrouver coincé si jamais vous avez des besoins qui interviendraient en cours de marché. Donc voilà, je vous invite à mettre plus de choses à la rigueur, quitte à ne pas les acheter, plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Un autre point important, c'est de vraiment cibler le public que vous souhaitez toucher dans le cadre du pass numérique. Identifier et mobiliser les structures de médiation de façon territorialisée. Donc ça, c'est vraiment important de bien faire attention à ce point-là, de savoir quelle structure de médiation vous allez mobiliser et sur quel territoire, et en fonction du déploiement que vous identifiez. La question de l'animation, de la coordination des structures de médiation avec un travail conjoint sur l'offre de services. Ça, c'est aussi un élément important. De déterminer le circuit de distribution des passes numériques, évidemment, d'avoir votre réseau de prescripteurs, de distribution plus le réseau de prescripteurs, qui n'est pas forcément le même, on l'a vu. Mais en tout cas, c'est deux points qu'il faut bien identifier, et avoir des outils de communication et d'information qui soient accessibles, notamment, je pense surtout aux professionnels, pour qu'ils comprennent finalement l'intérêt du pass numérique et comment s'en saisir, et puis des petits éléments de communication pour le public, pour que lui aussi comprenne pourquoi on lui remet un chèque numérique, ou en tout cas pourquoi on l'oriente vers une session d'accompagnement, qui est aussi important et qui pourra favoriser finalement le fait qu'il revienne et qu'il suive toutes les formations. Voilà, je voulais ce qui apparaît pas là, mais que j'ai dit et redit, c'est la question des aidants, et je pense que vous ne pouvez pas déployer du pass numérique dans de bonnes conditions sans avoir un premier niveau de formation qui est proposé pour votre réseau de prescripteurs. En tout cas, ça, c'est une chose qu'on a vraiment identifiée, nous, dans le cadre de notre déploiement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Edith, si tu veux compléter, n'hésite pas non plus. Ouais, ce que je voulais juste dire, c'est qu'évidemment, quand on voit la liste des incontournables, ça peut un peu faire peur, hein, parce que ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est une évidence. Après, c'est comme tout projet, hein, tous ces éléments-là, ils se développent évidemment au fur et à mesure des avancées, et puis aussi au fur et à mesure des besoins et des partenaires acteurs et du public. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de mesurer que l'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, au final, on est vraiment sur cette nécessité de partenaires acteurs impliqués. Et ça, je trouve que c'est un incontournable. Ensuite, ce que je dirais, c'est que ce qu'on voit en tout cas, c'est que le PES numérique, nous en tout cas en Creuse, il ne s'appuyait pas sur une stratégie d'inclusion numérique, il s'appuyait plutôt sur la volonté d'agir
avec évidemment maintenant des portes qui s'ouvrent sur quelque chose qui pourrait être une future stratégie d'inclusion numérique, parce que évidemment, tout à chacun a bien pu prendre conscience de tous les besoins autour de cette thématique-là. Voilà à peu près ce que je voulais traduire. Après, en termes de, il y avait une petite question sur la question de l'ingénierie. Alors, Hugo, je te laisserai répondre pour Lyon. Moi, en tout cas, sur ce volet-là, je dirais que ça me prend au jour d'aujourd'hui bien au moins 50% de mon temps. Voilà, en sachant que sur notre territoire, là, il y a nouvellement une nouvelle personne qui vient d'être recrutée, mais moi, je ne suis pas préfléchée numérique spécifiquement, quoi. Hugo, je ne sais pas pour toi. Oui, non, on est d'accord, hein. Sur le pilotage d'ingénierie, il faut compter bien entre un demi et un ETP, rien que pour faire de la coordination du pass numérique. Plus le territoire est grand, en plus c'est compliqué. Plus il y a d'acteurs qui sont impliqués. Donc, ça peut effectivement, hein, la coordination de pass numérique, c'est effectivement plus d'un demi-temps plein. Si on veut que ce soit fait dans de bonnes conditions, hein, on voit qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc ça, c'est sûr que c'est une ingénierie qui est importante. Après, je pense que notamment dans le cadre de votre déploiement et du financement de l'État, il y a une partie qui est dédiée à l'ingénierie. Donc ça, je peux vous conseiller très fortement de faire appel éventuellement à une AMO potentiellement pour vous accompagner sur ce déploiement. Ça peut être une possibilité de prendre sur la partie ingénierie pour ça. Je vous invite à le faire. Je pense que ça c'est quelque chose qui nous a manqué, très honnêtement. Et sur la question du temps, j'ai vu entre l'achat des passes et la mise en circulation. Donc là, je ne sais pas si on parle du temps entre la commande du pass effective et le fait qu'il soit mis en circulation. Mais en tout cas, si je peux répondre, entre le moment où on passe la commande et où les passes arrivent effectivement dans les structures, il faut compter 2 à 3 semaines en gros. Après, c'est la question des différents prescripteurs, hein, dans quelle mesure ils sont en capacité de prescrire des passes. Et ça, c'est une autre question, notamment si un confinement venait à s'inviter dans la discussion. Mais voilà, c'est une vraie question. Oui, parce qu'en-delà de tous les éléments à laquelle il faut penser, vous imaginez bien que la Covid et le confinement, on n'y avait pas pensé du tout, hein, et que ça, c'est venu balayer complètement toute notre organisation et notre planification. Nous, on le voit en Creuse, en tout cas, où au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble des passes qui sont en circulation et ceux qui sont scannés, on est sur un volume de 12%, hein, ce qui est très peu, mais ce qui est pratiquement le même volume qu'Aptic qui les déclare à hauteur de 14%. Donc, voilà, la Covid nous embête. J'espère que les choses seront plus linéaires en 2021. Je voulais rajouter un point, effectivement. Merci Caroline d'avoir mis ça dans le chat. Évidemment que la coordination territoriale, elle est importante. Le pass numérique, c'est un dispositif qui a vocation à vivre localement et à une échelle métropolitaine. C'est difficile, voire impossible, hein, de faire de la coordination territoriale. Ça veut dire mobiliser les acteurs sur tous les territoires, faire du lien entre les prescripteurs et les lieux en capacité d'accueillir les publics. Donc ça, c'est un énorme boulot de coordination à l'échelle d'un territoire et à l'échelle effectivement d'une commune ou d'un arrondissement. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Merci Hugo, merci Edith. Je vous propose qu'on conclue cette masterclass. Je réponds juste à la question d'Emmanuel Nouvelle, qui est la dernière, qui est sur le chat, sur la question des régies. Emmanuel Nouvelle, je vous invite à aller sur le forum des collectivités commanditaires. On va poster dessus une note sur les instructions, enfin les échanges en tout cas qu'on a pu avoir avec la DGFiP, et je pense qu'ils répondront à vos questions. Je tenais à remercier vraiment Hugo Brunon et Edith Goudard pour leur intervention à cette masterclass qui, j'espère, a été très utile à tout le monde
pour leur déploiement de pass. J'ajoute que je pense qu'on aura compris que le pass, c'est un outil au service de la politique territoriale d'inclusion numérique, que évidemment, elle s'inscrit dans d'autres dispositifs. Et j'en profite juste pour vous parler du plan de relance d'inclusion numérique qui a été lancé il y a maintenant un mois par le gouvernement, donc 250 millions d'euros dédiés à l'inclusion numérique, dans lequel on a bien identifié le problème de l'offre. Donc je sais que c'est beaucoup revenu dans l'intervention d'Hugo et d'Edith et dans le chat sur oui, mais il faut des aidants et il faut des aidants formés. L'objectif de ce plan de relance est bien à la fois de créer des postes de médiateurs numériques, donc ce qu'on appellera des conseillers numériques formés, mais aussi de former les médiateurs déjà en place. Donc il y aura en parallèle du dispositif de passe, il y a bien ce plan de relance qui permettra de créer des postes et de former les médiateurs numériques déjà en place. Voilà, on espère pouvoir faire des annonces là-dessus très très prochainement. Voilà, c'est tout pour de notre côté. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation. J'espère que ça a été utile. Je remercie de nouveau Hugo et Edith. Et puis à très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.